Chers téléspectateurs de Légende TV, bienvenue à cette nouvelle émission consacrée à l'analyse du contenu du programme de philosophie en classe de terminale. Il s'agit d'une émission que je voudrais partager avec vous et je solliciterai un maximum de suivi parce que il s'agit ici de ramener la philosophie à sa dimension purement pédagogique en la faisant sortir de la manière dont on a l'habitude de la dispenser dans les salles de classe pour justement en parler de façon un peu plus, disons, un peu plus simple. Il s'agira pour moi de mélanger toutes les images possibles, parler d'une langue comme d'une autre, faire un mélange entre le français et le wolof. Et ce que je dis, c'est que l'essentiel est de comprendre. Alors, il faut commencer par préciser une chose, que la philosophie ne fonctionne pas comme les autres disciplines, que ce soit l'histoire ou la géographie, que ce soit l'anglais, que ce soit les mathématiques ou la physique ou les sciences de la vie ou de la terre et de la terre. Ce n'est pas pour dire que la philosophie est plus difficile, loin de là, mais qu'elle est quand même assez particulière. Je m'en vais vous donner une petite image de ce que l'on attend de l'élève de terminale par rapport au contenu de son cours et également par rapport à la production dont il devra faire preuve lors des exercices de commentaires ou de dissertation. Alors, considérons la philosophie comme une matière. Si c'était dans le domaine religieux, je dirais que il faut d'abord considérer un marabout, qui est le prof de philosophie, et son talibé. Le marabout lui demande de parqueriser une sourate du Coran. Il mémorise et il est capable de réciter cette sourate même en dormant. Il a une maîtrise parfaite du contenu de la sourate. Il n'a pas encore commencé à faire de la philosophie. Après cela, le marabout lui donne, disons, lui fait un commentaire détaillé du contenu de la sourate, c'est-à-dire qu'il lui explique ce que Dieu dit dans la sourate pour qu'il puisse en avoir une compréhension profonde. Alors, il comprend justement la sourate et il est capable de la décortiquer dans ses moindres détails. Jusque-là, il n'a pas encore commencé à faire de la philosophie. Mais à partir du moment où le marabout demande à son talibé, après avoir maîtrisé la sourate et être capable de la réciter par cœur, après l'avoir compris dans son sens et dans son contenu et dans les moindres détails, le marabout lui demande ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense maintenant de la sourate? Alors là, il ne s'agira plus de réciter la sourate. Il ne sera plus question d'expliquer le contenu de la sourate, mais d'élaborer une réflexion individuelle, personnelle, et de développer sa propre perception et conception de cette sourate. Ce que cet enseignement résume, c'est qu'il ne s'agit pas en philosophie de restituer des connaissances. D'ailleurs, je vous enseigne très souvent dans les salles de classe que la philosophie n'est pas une connaissance. Il ne s'agit pas également d'avoir une perception mécanique des choses, non. Mais il s'agit de donner sa perception, sa conception personnelle d'une chose, mais basée sur une compréhension adéquate de cette chose. On ne peut pas développer une conception individuelle d'une chose dont on n'a aucune maîtrise. Alors, cela dit,
il y a 3 choses que l'élève de terminale devrait pouvoir assimiler pour être prêt à recevoir l'enseignement de la philosophie et être prêt également à élaborer une réflexion sur des sujets de philosophie, que ce soit dans le commentaire ou dans la dissertation. La première chose, c'est une bonne maîtrise du français. On ne peut pas être bien en philosophie si on n'est pas bien en français. D'ailleurs, les professeurs à l'université avaient l'habitude de dire que si le français est une littérature, la philosophie est de la haute littérature. Donc il faut déjà un bon niveau de français. La deuxième chose qu'exige la philosophie pour pouvoir la réussir, c'est avoir une bonne culture philosophique. L'analyse des concepts philosophiques, la prise de conscience des grands problèmes soulevés dans le cours de philosophie, la maîtrise également des différentes conceptions et perceptions des philosophes sont autant d'éléments qui doivent participer d'une bonne analyse des sujets de philosophie. En d'autres termes, on ne peut pas être bien en commentaire ou en dissertation si on n'a pas suffisamment de connaissances en philosophie. La troisième et dernière chose, c'est véritablement le fait d'avoir une bonne dose d'intelligence. Je disais souvent aux élèves qu'il suffit de peu pour être un grand savant, il suffit de peu pour être un grand historien, il suffit de peu pour être un grand géographe ou un grand médecin. Mais ce qui exige la philosophie pour être un grand philosophe, alors c'est quelque chose de profond. C'est cette dose d'intelligence qui permet véritablement d'avoir une lecture adéquate d'une chose après avoir relevé les pièges du discours, les pièges du libellé, mais également être capable d'avoir un raisonnement, un type de raisonnement qu'on appelle un raisonnement dialectique. Vous savez, pour l'historien, l'histoire est déjà dite, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à modifier. D'accord? Les événements sont précis, les dates sont précises, les relations entre les événements sont déjà élaborées. Vous savez, en droit, le droit est déjà dit. Mais en philosophie, tout reste à dire, tout reste à construire. Et c'est la raison pour laquelle on vous dira en classe que chacun de nous peut développer sa propre philosophie et qu'elle soit aussi pertinente que la philosophie de Hegel, qu'elle soit aussi pertinente que la philosophie de Kant, parce qu'elle est avant tout, ce que j'ai essayé de vous montrer depuis le début de l'émission, une réflexion personnelle, mais basée tout de même sur des connaissances bien assises. Le programme de philosophie en classe de terminale, j'ai l'habitude de le dire, et si ça peut rassurer les candidats et les candidates, qu'en terminale, il ne faut pas prendre la philosophie comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette dose d'intelligence, chacun d'entre vous doit avoir cette confiance en lui-même pour se dire que je suis assez intelligent pour le comprendre. Et ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que en terminale, il s'agit plutôt d'un ensemble de thématiques visant une seule chose, à répondre à la question de départ. Qu'est-ce que la philosophie? Et vous verrez que tout le programme tourne autour de cette question. Le chapitre 1, par exemple, développe un ensemble de thématiques visant à montrer quel sens, quelle signification, quelle définition doit-on donner à la philosophie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le premier chapitre porte sur la question initiale, qu'est-ce que la philosophie? Question de logique. Quand vous voyez une chose pour la première fois, il est tout à fait normal que l'on se demande ce que cette chose est. Et cette question vous amène à essayer de donner à cette chose une définition.
qu'est-ce que définir veut dire dans ce sens? Alors, définir a deux sens que nous allons voir dans l'effort de définition de la philosophie. Le premier sens de la définition, c'est le fait de donner une signification. Une signification. Et le deuxième sens de la définition, c'est le fait de circonscrire, de délimiter une chose. D'ailleurs, en mathématiques, le professeur de mathématiques, quand il vous demande de définir un périmètre, il vous demande de circonscrire le périmètre, il vous demande de délimiter le périmètre. Par rapport au premier sens de la définition, la notion de signification, il apparaît ici qu'il s'agit d'interroger surtout les conceptions des philosophes pour leur demander le sens, la signification, pour ne pas répéter le mot, de la philosophie. Et là, nous butons sur un problème précis qui est spécifique d'ailleurs à la philosophie. Parce que quand on demande aux professeurs de mathématiques ce que sont les mathématiques, tous les professeurs de mathématiques, justement, ont cette même conception. Il n'y a pas de contradiction dans leur manière de penser les mathématiques. Idem pour l'histoire, idem pour la géographie, idem pour le droit, idem pour toutes les sciences. Il n'y a qu'en philosophie où les philosophes ne s'accordent pas sur ce que la philosophie est. Et ça, c'est une première difficulté à laquelle l'élève est confronté. Pour la bonne et simple raison que la philosophie est cette discipline libre. Libre, elle est cette discipline qui engage une réflexion individuelle, personnelle, et qui fait que justement, on n'a pas tous les mêmes conceptions, les mêmes perceptions de l'activité philosophique. Pour preuve, lorsqu'on a demandé à Aristote comment concevoir le philosophe, la réponse qu'il a donnée a semblé résonner, retentir dans l'esprit de tout le monde. Nous concevons le philosophe comme possédant la totalité du savoir dans la mesure du possible. En analysant cette phrase, on se rend compte que Aristote semble définir le philosophe par sa capacité à posséder des connaissances. Mais que ce que cherche le philosophe, c'est posséder la totalité de la connaissance. Heureusement qu'il ajoute dans la mesure du possible, parce que nous verrons tout à l'heure qu'il serait impossible pour l'homme d'avoir le savoir dans sa totalité. Mais il définit quand même la philosophie, le philosophe, comme celui qui posséderait le savoir. Alors que dans la perception de Platon, le philosophe n'est nullement celui qui sait. Il est au contraire celui qui ignore, non pas seulement celui qui ignore, mais celui qui ignore et qui prend conscience de son ignorance. Non pas seulement, mais celui qui ignore, qui prend conscience de son ignorance et qui éprouve le désir d'aller à la recherche du savoir. Ce qui veut dire que dans la perspective de Platon, le philosophe se définirait plutôt comme un ignorant. Alors j'aimerais poser la question, le philosophe posséderait-il la connaissance? Serait-il un ignorant? Et voilà une contradiction qui montre que le philosophe ne s'accorde pas. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est peut-être l'exemple de Kant et de Hegel. Dans la perception de Kant, de la philosophie en général, alors il considère qu'à cause de ces contradictions dans les questions et dans les réponses en philosophie, à cause de ce conflit permanent sur les thématiques en philosophie, on ne pourrait pas apprendre la philosophie. Parce que si Hegel dit le contraire de Kant, si Marx dit le contraire de Hegel, et qu'on devrait apprendre une philosophie, quelle philosophie devrait-on apprendre? Celle de Hegel, celle de Kant, celle de Marx, sachant que les philosophies se contredisent. Et là, Emmanuel Kant lui-même nous enseigne qu'on ne peut pas apprendre la philosophie parce qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de philosophie à apprendre parce qu'elles sont toutes contradictoires, mais qu'on ne peut qu'apprendre à philosopher. C'est sa conception qu'on accepte. Mais bizarrement, dans la phénoménologie de l'esprit, il y a un autre philosophe qu'on appelle Hegel,
qui dit quelque part qu'il est temps qu'on fasse de la philosophie une affaire sérieuse. Et il ajoute à la fin que la philosophie doit s'apprendre, elle doit s'enseigner. Tout le contraire de la perception de Kant. Et voyez que sur cette question également, les philosophes ne s'accordent pas. Alors j'ai envie également d'ajouter cette contradiction entre la pensée de Marx et la pensée de Hegel. Quand Hegel considère que la tâche du philosophe est seulement de comprendre le monde, de résumer en esprit la vérité d'un temps, la vérité du moment, et que le rôle du philosophe donc serait seulement cette capacité à lire le monde, cette capacité à l'analyser, à l'étudier, à le comprendre et à l'expliquer. C'est Marx qui disait dans la 11e thèse sur Feuerbach que les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, alors qu'il faudrait chercher à le transformer. La philosophie est-elle une interprétation du monde, un effort de transformation du monde? Là également, il y a une contradiction. Pour résumer, que sur la question « qu'est-ce que la philosophie ?» déjà, nous voyons que les philosophes ne s'accordent pas. Et c'est la raison pour laquelle vouloir donner une seule définition à la philosophie, qui soit une définition valable pour tous les philosophes, une définition autour de laquelle tous les philosophes s'accordent et s'entendent, voilà ce qui est une chose impossible. Donc analysons bien. Il est impossible de donner à la philosophie une seule définition qui soit universelle et qui fasse l'unanimité ou l'accord commun entre les philosophes. Cette définition, elle n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire que la philosophie ne peut pas être définie. D'ailleurs, ce serait une autre contradiction. Parce qu'on a une multiplicité de définitions. Rappelez-vous, Hegel a sa conception, Platon a sa conception, Karl Marx, Aristote. Donc on a développé énormément de conceptions qui montrent que la philosophie est la discipline la mieux définie. Mais contrairement aux autres disciplines qui admettent une définition consensuelle, la philosophie n'admet pas de définition consensuelle. Mais elle peut être définie de multiples manières et ces définitions sont aussi controversées que contradictoires. Et là, il apparaît qu'on ne peut pas délibérément, par souci d'objectivité et d'impartialité, donner une définition de la philosophie qui contredirait les définitions des autres. Quand vous me poserez la question, monsieur, donnez-moi une définition de la philosophie, et que je vous propose la définition de Hegel, à coup sûr, je serai en train de démentir Karl Marx. Et au nom de quoi? Donc je vais m'abstenir de donner une quelconque définition, voyant que cette définition pourrait faire l'objet d'une controverse. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a demandé au professeur Jules Lachelier, lors de son cours inaugural avec ses élèves, quand un de ses élèves lui a posé la question, « Monsieur Lachelier, écoutez bien le sens de la question. » Il lui dit, « Monsieur Lachelier, qu'est-ce que la philosophie ?» Une question lourde de sens. Lourde de sens. Pourquoi? Parce que l'élève ne lui a pas dit, « Monsieur Lachelier, donnez-moi une définition de la philosophie parmi d'autres. » Sinon, mon pas de fait. Il ne lui a pas dit, « Donnez-moi votre conception de la philosophie. » Là aussi, ce serait simple à répondre. Mais il lui dit, « Monsieur Lachelier, qu'est-ce que la philosophie ?» C'est-à-dire qu'il invitait le professeur à lui donner une définition autour de laquelle tous les philosophes s'accordent et qui réglerait pour de bon et de manière définitive la question de la définition de la philosophie. Or, Lachelier est conscient que ce que Hegel n'a pas pu réussir, ce que Marx n'a pas pu réussir, ce que Platon n'a pas réussi, alors ce n'est pas lui qui va le réussir. Alors là, il apparaît très clairement qu'à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» donner une définition en passant par les significations proposées par les philosophes est chose impossible. C'est la raison pour laquelle, justement, Lachelier, ne pouvant pas donner une définition objective et qui soit universelle, a été obligé de répondre à son élève en lui disant «
cette définition que vous me demandez de vous donner, alors je ne la possède pas. C'est ce qui explique pourquoi à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», Lachelier avait dû répondre bah, « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne possède pas cette définition unique et universelle sur laquelle tout le monde s'accorde. » Et c'est cela qui a poussé justement un philosophe comme Karl Jaspers à dire, dès le début de son ouvrage Introduction à la philosophie, que nous, les philosophes, ne sommes d'accord ni sur ce qu'est la philosophie, ni sur ce qu'elle vaut. En d'autres termes, on ne s'accorde pas ni sur la signification de la philosophie, ni sur la valeur à donner à la philosophie. Cette question de la valeur de la philosophie va être traitée dans une émission ultérieure. Alors, la deuxième chose qui fait que la définition de la philosophie pose problème, c'est justement le fait qu'on ne peut pas également la définir suivant son objet. Toutes les disciplines sont définies par leurs objets. L'histoire est une science qui a pour objet le passé des hommes. L'économie est une science qui étudie la répartition des biens et services à l'intérieur de la société. Et nous allons voir que chaque discipline, justement, a un objet précis, fixe, stable, sur laquelle, justement, elle réfléchit. La preuve, quand le prof d'histoire vient en classe pour vous parler de mathématiques, vous avez du mal à le suivre. Quand le prof de mathématiques vient vous parler de la littérature, vous avez du mal à le suivre. Mais en philosophie, il faut comprendre que la philosophie